Je vous présente aujourd'hui notre 424e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors selon la nouvelle constitution algérienne, les binationaux n'auront plus le droit d'accéder aux fonctions étatiques. Approuvez-vous cette réforme? Écoutez, je trouve ça assez naturel, mais si on l'appliquait en France, ça provoquerait la démission d'un certain nombre de ministres. Certainement. Je crois que c'est assez sage. Vous savez, la binationalité, c'est un peu comme la bigamie. Il me paraît très difficile d'être fidèle à deux nations différentes, qui peuvent d'ailleurs entrer en conflit l'une avec l'autre, on ne sait jamais. Bon. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut supprimer, entre autres, la binationalité, qui crée une équivoque, comment dirais-je, affective, sur le plan du patriotisme. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut agir, pas au niveau de la manœuvre, de la basse manœuvre politicienne orchestrée par le président de la République pour essayer de capturer quelques voix de droite pour une réforme de la Constitution. C'est grotesque. Si j'étais parlementaire, je voterais évidemment contre. Bien, alors l'Union européenne menace la Grèce d'isolement si elle ne parvient pas à mieux contrôler ses frontières. La croyez-vous, la Grèce, de mauvaise volonté? Non, mais c'est absurde. Il faut dire que géographiquement, les îles du Dodécanèse, qui sont les 12 îles du Dodécanèse, qui sont le long de la frontière turque, en quelque sorte, la frontière maritime, mais quelquefois à quelques kilomètres, à quelques milles, sont absolument indéfendables sur le plan d'un barrage qui pourrait être de béton ou de barbelé ou de choses comme ça. C'est absolument impossible. Et la Grèce se trouve en première ligne, à la suite d'ailleurs de la complicité de la Turquie avec ses mouvements migratoires. La preuve, nous sommes obligés de payer rançon. Nous payons rançon aux grands Turcs, 3 milliards qu'on leur donne pour essayer de contrôler ce que faisait gratuitement d'ailleurs M. Kadhafi en Libye, qui ne fait plus, puisque nous avons contribué à l'éliminer. C'est la politique de M. Sarkozy, ça, et de M. Juppé, il ne faut pas l'oublier. Bon, alors, mon Dieu, la Grèce, mais si l'Europe se sépare de la Grèce, elle se tire une balle dans le cœur, parce que la Grèce est la mère de la civilisation européenne. Et il est évident que nous engagerions là probablement un processus qui est inéluctable et qui devrait d'ailleurs se produire le plus rapidement possible, parce que cette agonie ne fait que nous empêcher de faire autre chose. L'agonie de cette Europe de Bruxelles, mais quelques excès de ce genre peuvent être de nature à accélérer le processus. Alors après Ebola en Afrique, le virus Zika inquiète les autorités d'Amérique centrale. Les risques sont-ils si sérieusement à considérer qu'on nous le dit? Écoutez, je ne suis ni médecin, ni biologiste, certes, ni épidémiste. Par conséquent, il m'est très difficile de vous répondre. Je ne sais pas quel est le niveau de danger, et nous nous trouvons devant un dilemme là. C'est-à-dire la difficulté de lutter contre ce moustique à tigre, n'est-ce pas, avec bien sûr des produits chimiques, ou alors respecter la nature, mais auquel cas on s'expose à ces contagions qui sont évidemment dramatiques dans la mesure où les populations ont tendance à se densifier, à se massifier. C'est un des problèmes auxquels nous aurons à faire face, cela ou un autre. En vous rappelant tout de même que en 1919, la grippe espagnole a en un an tué plus de gens que les 5 ans de guerre qui l'ont précédé. Alors le rétablissement des contrôles aux frontières de l'espace Schengen coûterait plus de 10 milliards d'euros selon une étude d'un organisme dépendant de Matignon. Ce chiffre vous semble-t-il crédible, Président? Écoutez, c'est ça, ces évaluations de cette politique exclusivement sur le plan financier est grotesque. On ne peut défendre une frontière que si on a
la volonté de le faire et si c'est fait au nom d'un sentiment, d'un intérêt national perçu comme tel par l'ensemble des exécutants. Personne n'a de sentiment européen proprement dit. Tout le monde admet bien, et moi-même, que nous participons d'une civilisation européenne, que les pays européens sont des pays frères, enfin des pays amis, mais même des pays frères. Bon, cousin germain pour certains d'entre eux. Bon, mais en revanche, je ne crois pas qu'il y ait un esprit de sacrifice national tel qu'exigerait la défense d'une frontière. Alors je crois donc pas du tout aux frontières de Schengen, je ne crois pas du tout à l'efficacité de Schengen, je crois au contraire à sa nuisance, puisque le traité permet la libre circulation, et donc il faut revenir, puisque nous avons fait une erreur, quand on va dans une impasse, il faut avoir le courage de revenir en arrière et se remettre à niveau. La nation reste, selon moi, moderne de conception et c'est une notion d'avenir. Elle permet de partager en quelque sorte le monde et dans sa diversité. Elle contribue à lutter contre cette uniformisation qui ne donnerait, comme dit le proverbe, que l'ennui. L'ennui naquit un jour de l'uniformité, et c'est évidemment ce qui est détestable dans le projet mondialiste et que nous combattons de toutes nos forces en défendant le droit et la légitimité, l'utilité sociale et politique des nations pour la paix du monde. Et voilà, il ne s'agit pas de défendre les frontières de Schengen, mais de défendre les frontières de nos pays. Alors, mais nous pouvons, étant alliés à la Grèce, l'aider peut-être à endiguer le flot déferlant qui ne va cesser de s'aggraver dans les années qui viennent. Ça, c'est un problème gravissime, c'est vrai. Ça sera peut-être le problème des hommes politiques des années qui viennent. Et alors, Christiane Taubira remplaçait la justice par Jean-Jacques Urvoas. Elle est présentée désormais, avec la sortie de son livre À la pluie, comme une intellectuelle de gauche. Qu'en pensez-vous? Écoutez, qu'elle soit intellectuelle, pourquoi pas. Elle ne manque pas de talent, d'ailleurs, ni de flamme, il faut dire la vérité. Mais de gauche, ben ça me paraît très clair, pour ne pas dire d'extrême gauche, oui. Puisqu'elle est indépendantiste. Elle s'est fait connaître comme anti-française. C'est une gageure que de l'avoir instituée garde des Sceaux et ministre de la Justice. Mais ça, c'est la responsabilité de M. Hollande, n'est-ce pas? Madame Taubira elle-même n'était là que parce que M. Hollande l'avait nommée. Et il l'avait maintenue. Elle est partie bonne brise. Alors, des apprentis djihadistes auraient prévu de s'en prendre à des clubs échangistes dans la région lyonnaise. Est-ce une information sérieuse selon vous? Je ne suis pas du tout au courant de ça. Ça a fait la une de toute la presse hier et avant-hier. J'ai vu qu'on a appelé en renfort M. Strauss-Kahn, comme s'il était un spécialiste de la question. On lui a demandé son avis. Je ne sais pas quel élan moraliste pourrait pousser les combattants de Daesh à vouloir interrompre ces rites décadents qui sont ceux de notre civilisation moderne, qui sont très anciens, il faut dire. Merci pour cette réponse. Alors, Jacqueline Sauvage, graciée par François Hollande, approuvez-vous cette décision du chef de l'État? J'avoue que je me suis interrogé sur ce cas. Et je me suis mis dans la situation, si j'étais Hollande, qu'est-ce que je ferais? C'est un peu ça. Il y a quelque chose qui me troublait tout de même dans l'affaire de Madame Sauvage, c'est qu'elle ait été 2 fois condamnée par un jury populaire à 6 jurés populaires la première fois, à 9 jurés populaires la deuxième fois, à une peine très sévère de réclusion criminelle. C'est même pas une peine de prison. Et je me suis quand même posé la question de savoir s'il n'y avait pas quelque chose de plus complexe que ce qu'on voulait bien nous dire et qui était instrumentalisé par le mouvement féministe, n'est-ce pas? Oui, les artistes, la maire de Paris. Là, on a quand même
posais la question, comment se fait-il qu'elle a supporté ça pendant 47 ans, alors qu'elle pouvait partir, qu'elle ait supporté aussi le viol de ses filles sans le dénoncer, etc., etc. Bon, c'était un petit peu équivoque. Je pense que le président, malgré ses engagements, c'est un engagement de plus qu'il a violé, a trouvé une cote mal taillée, qui laisse subsister la condamnation, mais qui permettent, au bout de quelques années, à cette dame, qui avait certainement quelques raisons aussi d'en vouloir à son mari, de pouvoir sortir. C'est ce que souhaitaient ses filles. Voilà. Eh bien, quand je serai dans cette situation-là, ça ira mieux. Merci. La réforme de l'orthographe s'appliquera dès septembre 2016. Ceci incluant le changement de 2400 mots courants, ainsi que la disparition progressive de l'accent circonflexe. Est-ce que ça vous agace? Mais il y a des gens qui pensent que le progrès, c'est le changement. Or, je leur oppose ce que j'ai mis sur mon tweet d'ailleurs, à savoir la pensée de Georges Bidault, qu'il exprimait en asillant un peu, sans implication politique, je dis tout de suite. Il faut se méfier. Quand il n'est pas nécessaire de changer, il est nécessaire de ne pas changer. Et je pense que c'est très sage, ça. Et on a vu arriver avec M. Giscard d'Estaing et M. Chirac et d'autres, Mitterrand et consorts, des gens qui voulaient changer la vie, changer les structures, changer la politique. Ils n'ont rien changé du tout, et ils le ont généralement, quand ils ont changé, plutôt, ils l'ont fait dans le mauvais sens. Donc, je me méfie du changement, et je suis assez bidaltien en ce qui concerne cette affaire. Voilà. Alors, l'orthographe, la langue française est une langue qui n'est pas facile, c'est vrai, c'est comme ça. Mais c'est son charme aussi. Et ça demande un effort. Alors on dit, ben oui, mais les gens font de plus en plus de fautes. Ben oui, mais si on abaisse aux Jeux Olympiques le saut en hauteur à 0,50 m, il y a des tas de gens qui pourront être champions olympiques, c'est sûr, ça. Même des cul-de-jatte qui arriveront à sauter par-dessus la barre. Non, là, notre langue est ce qu'elle est. Elle a, dans le fond, une gardienne qui est l'Académie française, dont il convient aujourd'hui de se moquer, parce que là aussi, il faudrait changer, il faudrait les habiller, je ne sais pas quoi, en clown, en parachutiste, je ne sais pas, puisqu'il paraît que leur uniforme choque. Moi, il les différencie, et moi, je suis pour la diversité organisée, organique, dirais-je. Alors, Nicolas Sarkozy ne trouve pas de débatteur contre lui dans des paroles et des actes. Qu'avez-vous pensé de sa dernière prestation télévisée? Et lirez-vous son livre? Alors, je n'ai pas regardé, mea culpa, mais à maxima culpa, je n'ai pas regardé la prestation de Sarkozy, qui est généralement d'ailleurs un bon communicant, mais que j'ai trouvé vieilli et ayant perdu justement ce charme de la jeunesse. On dit quelquefois des jolies filles de 20 ans qu'elles ont la beauté du diable. Sous-entendu que quand elles auront 30, celle-ci aura disparu. Alors c'est un petit peu ce qui arrive à M. Sarkozy, et qui est un petit peu un plat réchauffé. Et je n'ai pas lu encore son livre, je vais le lire, et probablement le commenter, si vous voulez bien, sur vos antennes gracieuses. Avec joie, d'accord. Alors un sondage TNS Sofres pour Le Monde et Canal+, donne 56% en chiffres de Français qui sont inquiets et refusent le Front National. Un sondage datant d'hier. Oui, ces genres de sondages vous ne vous y fiez pas, ne m'intéressent pas du tout. Ça, je ne crois pas. Ça ne veut rien dire, ça. Je pense que ce sont des manœuvres politiciennes, mais s'il y a 56% des gens qui n'aiment pas le Front National, ça prouverait qu'il y en a 44% qui l'aiment, ce qui est considérable. Par conséquent, je prends le côté positif. Quand je regarde mon verre, je préfère le voir à moitié plein qu'à moitié vide. Voilà. Et alors, vous vouliez parler du défilé de Jeanne d'Arc, Président ?
Ben, il paraît qu'on veut modifier ces initiatives de M. Philippot, je crois. Oui. C'est la Jeanne d'Arc ne doit pas être sa tasse de thé. Oui. Je crois savoir. Je rappelle que nous avons fait 27 1er mai, unissant la fête de Jeanne d'Arc et la fête du travail. Et ceci parce que le Front National souhaitait ne pas participer au défilé folklorique, un petit peu sympathique, mais folklorique du 8 mai, où toutes les organisations défilent, ce qui est leur droit, d'ailleurs, pas de problème. Mais la grande organisation nationale se devait, à mon avis, de s'isoler, de se différencier. Et quand j'ai fait ce choix il y a une trentaine d'années, il s'est constamment maintenu. Alors j'ai entendu, je crois que c'est M. de Saint-Just qui a dit « Oui, mais il y a de moins en moins de monde ». Il y a de moins en moins de monde, surtout quand on crée la désunion à la tête du Front National. Il y a de quoi décourager les militants, et pour peu qu'il ait plu la veille et ce jour-là, il y a un peu moins de monde. Il faut aussi qu'ils mettent du cœur. Il faut aussi que l'on parle de Jeanne d'Arc le jour du discours du 1er mai. Car s'il est bon que l'on parle de politique, il est bon aussi que l'on parle de l'histoire. Les deux choses étant, selon moi, inséparables, il n'y a pas d'avenir pour une nation si elle renie son passé ou même si elle l'ignore. Donc, c'est clair, je suis là aussi un partisan du maintien des structures. Il en est beaucoup d'autres. Je pense que les révolutionnaires qui sont des adhérents nouveaux, peut-être même pas des adhérents, vont proposer d'autres changements en pensant que ça va arranger les choses. Non, il faut défendre nos idées, il faut défendre qui sont renforcées par l'adéquation entre elles et la réalité politique et sociale vécue par les Français. C'est ça qui peut amener au pouvoir une équipe capable de changer la politique, alors là, véritablement changer l'axe de la politique, là, redevenir de plus en plus nationale, de telle sorte que l'intérêt national soit prioritaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors Marine Le Pen ouvre un débat sans tabou à l'occasion d'un séminaire du Front National qui se déroulera tout ce week-end, dans lequel se posera entre autres la question du changement du nom du parti. Quelle est votre réaction? Vous me posez plusieurs questions. À la fois d'abord celle du séminaire. Oui. J'imagine un petit peu les membres du bureau politique avec habillés en soutane. Oui, à huis clos. Le séminaire à huis clos et opérant en quelque sorte avec la componction qui convient aux États ecclésiastiques et dans le cadre d'une réflexion profonde. Je pense qu'il n'est pas nuisible ni imbécile de réfléchir sur des élections passées. Je constate que c'est la première fois que Marine Le Pen accepte de le faire. Jusque-là, contrairement à mes demandes, elle l'avait toujours refusé, en disant que ça créait de l'aigreur, des reproches inutiles, etc. Moi, je pensais qu'à chaque élection doit être passé au crible de la critique pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour essayer de ne pas refaire les erreurs qu'on a faites. Bon. Alors, pourquoi cet aréopage particulier, composé donc arbitrairement des députés, d'un certain nombre d'amis personnels, etc., pour réfléchir? Mais moi, il y a un organe qui est tout à fait désigné pour ça, qui s'appelle le Comité central. C'est la seule organisation démocratique avec la présidente, la seule organisation démocratique du Front National, 120 personnes, 100 élus et 20 désignés par la présidente, qui pourrait, devrait, à mon avis, réfléchir sur ces questions, d'autant que sa réunion est, comment dirais-je, réglementaire, et que là, les statuts ne sont pas respectés, comme ne sont pas respectés non plus les statuts dans ce qu'ils ordonnent un congrès tous les 3 ans, alors qu'il y a maintenant 5 ans qu'il n'y a pas eu de congrès. Oui. Alors là, voilà, et quand on veut pratiquer la démocratie, il vaut mieux la pratiquer dans le cadre légal, réglementaire et statutaire
que de créer des changements, des novations qu'il faut justifier, dont il faut justifier la légitimité. Pourquoi ces gens-là, bon, ils veulent changer le nom du Front National. C'est évidemment une absurdité suicidaire. On ne change pas les équipes qui gagnent, n'est-ce pas? Et jusqu'ici, le Front National connaît une poussée importante sur le plan électoral, qui j'espère ne va pas se limiter là, et sous un nom qui a acquis sa légitimité, je dirais même sa gloire, de formation d'opposition vigoureuse, loyale et patriote. Et ceux qui le proposent, M. Ménard et M. Collard, dont j'ai déjà dit qu'ils n'étaient pas membres du Front National, c'est un petit peu, je ne sais pas moi, c'est comme si Mouette et Chandon allaient créer un champagne Ménard et Collard. Champagne sans bulle, d'ailleurs, avec très peu de chances de devenir un grand cru. Voilà. Bon, c'est toujours la manie du changement, la changite. Bon, je ne crois pas que ça corresponde en tous les cas à la volonté des adhérents du Front National. Et d'ailleurs, moi je me propose aussi de créer une association qui, à l'intérieur du Front National, incarnera un courant que je crois puissant, parce qu'il faut quand même que nos compatriotes et nos téléspectateurs sachent que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul à l'échelon de l'état-major, je ne suis pas seul à l'échelon des adhérents du Front National qui attendent que notre tendance, en quelque sorte, soit représentée, parce qu'elle ne l'est pas. Non pas peut-être qu'il n'y ait pas de gens au bureau politique qui sont de cette sensibilité, mais ils n'osent pas le faire parce qu'ils n'ont pas de leader, semble-t-il. Et bon, ben écoutez, tout ça appartient à l'avenir, la vie commence toujours demain. Ne désespérons de rien, et surtout vous, ne désespérez pas. Ben, je vous remercie infiniment, cher Président. Nous nous retrouverons sur ces belles paroles la semaine prochaine. Alléluia!